c'est bon. Ouais, ouais. Ok, très bien. Eh bien, bienvenue à cette table ronde consacrée aux opérations de maintien de la paix qui a pour objectif de discuter un ouvrage qui est le produit d'une thèse de doctorat réalisée par Gabriel Amvan. Et donc, je vous explique un peu le fonctionnement de cette table ronde. Dans un premier temps, pendant 10 minutes, Gabriel va nous exposer les grandes lignes et les grandes thèses qui sont les siennes dans cet ouvrage. Puis nos trois intervenants, d'abord Hélène Tourard, puis Ivan Ilunga, puis Mathilde Leloup, exposeront pendant 8 minutes leurs réactions par rapport aux thèses et par rapport à l'enjeu qui est le nôtre pendant ce panel. Et puis Gabriel ensuite répondra à ces premiers éléments de discussion avant que j'ouvre en fait la discussion au-delà à tous les participants qui sont là dans ce panel. Et donc immédiatement, avec grand plaisir, je cède l'écran à Gabriel Amvan. Gabriel, c'est à vous. Votre micro, Gabriel, votre micro. Merci infiniment. Je n'avais pas remarqué, je l'avais coupé. Donc, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et merci aussi à Lise de l'avoir proposée. J'avoue que ça me donne aussi l'occasion de parler à nouveau en français. Ça faisait tellement longtemps. La thèse, comme Frédéric l'a souligné, enfin le livre, comme Frédéric l'a souligné, est le fruit d'une thèse qui a été soutenue en 2014. Au moment de la publication, s'est posé la question de est-ce qu'il fallait actualiser certaines données ou pas. Après, je me suis dit que ça aurait été vraiment très difficile parce que le maintien de la paix, j'ai l'impression que c'est une discipline tellement dynamique, c'est une activité très dynamique, que des choses évoluent très rapidement. Si je voulais actualiser, je pense que j'aurais pu écrire une autre thèse tellement les choses ont changé depuis 2014. Donc, elle a été publiée telle qu'elle, surtout au moment de la soutenance, le jury m'avait autorisé effectivement à la publier telle qu'elle, avec cette petite modification qui existe au niveau du titre, parce que le titre initial, c'était le maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine. On a ajouté l'efficacité devant, parce que c'était la problématique de la thèse. Cette problématique que j'avais choisie en 2009, à ce moment, je voulais voir si le maintien de la paix était efficace, tel que pratiqué par l'ONU et l'Union africaine. Et la difficulté qui s'était posée, ou le petit imprévu qui était survenu, c'est qu'au même moment, l'ONU et l'Union africaine étaient en train d'examiner des voies et moyens pour rendre leur maintien de la paix efficace en Afrique. Donc, je ne pouvais plus vraiment dire je vais voir si c'est efficace ou pas, vu que les deux organisations sont déjà en train d'étudier la question de voir comment le rendre efficace, ce qui veut dire quelque part, elles reconnaissent qu'il manque d'efficacité. Donc, je me suis plutôt concentré sur les mécanismes mis en place par les deux organisations pour rendre le maintien de la paix efficace. C'est comme ça que j'ai étudié d'une partie les institutions mises en place par ces organisations-là pour rendre le maintien de la paix efficace et puis voir au niveau plus opérationnel qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Au niveau institutionnel, c'est vrai que j'ai étudié la question de leurs rapports, les rapports entre l'ONU et l'Union africaine, mais je me suis surtout aussi intéressé à la question de savoir comment renforcer les institutions africaines, le renforcement des capacités institutionnelles de l'Union africaine par l'ONU, comment l'ONU aide l'Union africaine à rendre ces institutions efficaces. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que quand on étudie ces deux organisations, les institutions, parfois on a l'impression que les organes sont les mêmes et rapidement on s'aperçoit aussi que ce n'est pas forcément la même chose. L'une des questions que j'ai trouvées intéressantes, c'était comparer le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Habituellement, quand on parle, on dit qu'ils ont le même rôle, mais quand on arrive dans les détails, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la même chose parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a vraiment toute la compétence quand il s'agit des questions de maintien de la paix au niveau onusien, alors que le Conseil de paix et de sécurité a une compétence très, très limitée qui va vraiment rester sur ce qui concerne ce qu'on appelle les opérations d'appui à la paix, et ça ne touche pas aux questions d'imposition de la paix comme on le voit à l'ONU. Et donc, il y avait toutes ces nuances-là
Mais le plus important, c'était de voir aussi comment l'ONU aide l'Union, pas seulement au niveau matériel pour rendre ces institutions efficaces, mais aussi comment l'ONU va aider l'Union africaine à accéder à certaines données, à certaines compétences comme celles relatives aux droits de l'homme, parce que je voulais voir bien évidemment comment faire pour que la Commission de l'Union africaine fonctionne mieux, comment faire pour que les organisations sous-régionales fonctionnent mieux, mais aussi comment faire pour que les soldats déployés sur le terrain respectent ou encore que l'Union africaine elle-même intègre mieux les questions de respect de droits de l'homme. Donc, il y avait toute cette dimension-là. Euh, sur la question du renforcement des institutions, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle va sur la bonne voie? Je pense que oui, parce que le plus important, ça a déjà été de reconnaître qu'il manquait d'efficacité pour ces deux organisations et ensuite mettre en place tous les mécanismes qu'elles ont mis en place. Je pense que ça va être difficile d'aller dans les détails en 10 minutes. Je vais essayer. Et on s'aperçoit que au niveau de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité. Donc, c'est vraiment sur ça que je me suis concentré, sur cette institution-là qui constitue vraiment, comme son nom le dit, l'architecture, tout ce qui concerne la paix et la sécurité en Afrique, comment l'ONU va intervenir à ce niveau-là pour aider l'Union africaine à rendre cette architecture-là opérationnelle. Et l'Union africaine rencontre plus ou moins les mêmes difficultés que l'ONU, en ce que si certains mécanismes sont déjà mis en place, ce qu'on avait envisagé dès le départ, c'est-à-dire la force africaine en attente, elle a toujours des difficultés, alors que c'est elle qui doit vraiment intervenir sur le terrain. Du coup, on continue à exercer les opérations d'appui à la paix, comme le ferait l'ONU elle-même. Et là où l'intérêt s'était montré encore plus, enfin là où c'était encore plus intéressant, c'est quand il a fallu passer sur l'aspect opérationnel du maintien de la paix et examiner son efficacité. Parce qu'à ce niveau, on s'aperçoit que les deux organisations se sont rendues compte des erreurs ou des faiblesses qu'elles avaient avec les anciens mandats des opérations de maintien de la paix. Et j'étudie trois aspects à ce niveau-là. Déjà, sur les mandats, j'étudie la question de la robustesse des opérations de maintien de la paix et aussi la question de la multidimensionnalité des opérations de maintien de la paix. Ensuite, j'étudie la question du financement des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Sur la robustesse, je pense depuis ce qui s'était passé avec le Rwanda en 1994, où l'opération des Nations Unies était sur place, mais n'avait rien pu faire parce que le mandat des opérations de maintien de la paix ne permettait pas forcément de le faire. On avait cette notion, les principes des opérations de maintien de la paix, on a ce principe de légitime défense qui limitait considérablement la capacité des opérations à intervenir. Donc, les soldats de la paix pouvaient intervenir seulement s'ils étaient agressés ou si leur mandat était vraiment menacé. Alors qu'aujourd'hui, on s'est dit il faut peut-être aller plus loin. Et il y avait une petite anecdote que j'avais eue pendant que je travaillais sur ma thèse. C'était deux amis congolais qui discutaient. Et il y a un qui demande à l'autre une chose, je ne sais plus ce qu'il avait demandé, et l'autre lui répond, désolé, je n'en ai pas. Et le premier réplique, tu es vraiment un MONUSCO. Et ayant déjà entendu parler de MONUSCO, je leur pose quand même la question en disant, mais c'est quoi un MONUSCO? Et là, il m'explique en fait, un MONUSCO c'est en référence à une organisation de l'ONU qui est sur place chez nous. Ce sont des soldats de la paix. Ils sont censés protéger la population. On sait qu'ils sont là, mais on peut se faire agresser. Ils ne feront rien du tout. Donc, un MONUSCO, pour nous, c'est quelqu'un qui est présent, mais qui ne sert à rien. Et ça m'avait particulièrement marqué parce qu'à l'époque, la MONUSCO, c'était vraiment la force la plus importante de l'ONU en nombre. C'était l'opération la plus importante. Et voir que les populations du pays où cette force était déployée avaient cette perception-là de l'opération de l'ONU, ça m'avait quand même beaucoup interpellé de dire que oui, ils sont présents, mais ils ne servent à rien. Et la robustesse a été mise en place vraiment pour pallier à ce genre de problème-là, pour dire
on ne va plus seulement protéger, on ne va plus seulement se protéger, ce sera plus simplement un simple principe de la légitime défense, mais on va aussi protéger nos mandats, on va protéger les civils. Le rapport Brahimi allait même très loin en disant parfois, on peut même lancer l'initiative, c'est-à-dire avant qu'il y ait une attaque, on peut aller vers les fauteurs de troubles pour les empêcher d'agresser les civils quand on sait que les civils risquent d'être agressés. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par l'ONU et l'Union africaine a adopté une dimension un peu plus intéressante encore, c'est-à-dire qu'au lieu de parler simplement d'opération de maintien de la paix, l'Union africaine avait adopté ce qu'on appelle, la notion c'est plutôt l'opération d'appui à la paix. Et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de principe qui limite l'Union africaine en termes d'intervention. On ne va pas avoir besoin, déjà l'Union africaine n'a pas vraiment besoin de l'autorisation de toutes les parties prenantes à un conflit, contrairement à l'ONU qui avait toujours besoin du consentement de toutes les parties. L'Union africaine, dès que l'État membre sur lequel elle intervient a donné son feu vert, elle peut intervenir sans avoir vraiment besoin de l'autorisation des autres parties au conflit. Et en ce qui concerne la robustesse et la protection des civils, l'Union africaine se donne vraiment tous les moyens y compris pour initier l'action. Donc, c'était une robustesse. Avant l'heure, j'ai l'impression que les opérations de maintien de la paix de l'ONU tendent un peu vers ce que l'Union africaine avait lancé dès 2004 lorsque le protocole du Conseil de paix et de sécurité est adopté. Et là, je pense que c'est quelque chose qui tend effectivement à rendre les opérations de la paix plus efficaces parce qu'aujourd'hui, le mandat de l'opération de maintien de la paix, c'est aussi protéger les civils. Et est-ce qu'on pouvait parvenir à la protection des civils sans la robustesse? Je pense que c'était difficile. Le Rwanda nous l'a montré, d'autres opérations nous l'ont montré. Donc, la robustesse est venue en quelque sorte rendre le mandat des opérations de maintien de la paix plus efficace sur le continent. Après la robustesse, j'ai évoqué la question de la multidimensionnalité. Gabriel, on n'a que quelques minutes, parce que les 10 minutes passent très rapidement. Du coup, sur la multidimensionnalité et le financement, est-ce que vous pourriez du coup ramasser le propos et puis on y reviendra probablement pendant la discussion, hein. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. J'ai pourtant essayé de courir très rapidement. Sur le financement, c'est vrai que l'Union africaine a une forte volonté d'intervenir pour le maintien de la paix en Afrique, mais il lui manque le financement nécessaire. On voit qu'aujourd'hui, plus de 90% des opérations, du financement de l'Union africaine vient un peu de l'extérieur. L'Union africaine avait donc demandé à l'ONU de financer ces opérations de maintien de la paix lorsque celles-ci sont autorisées par le Conseil de la paix, par le Conseil de sécurité. Dans la résolution 1809, qui est adoptée en 2008, c'était un peu le point de départ pour le Conseil de sécurité de dire nous acceptons de financer les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Mais l'Union, ce qu'elle demande aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas juste une aide, mais que les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine soient financées par des contributions obligatoires, tout comme le sont financées les opérations de maintien de la paix de l'ONU elle-même. Et en quoi cela contribue à l'efficacité? Simplement parce que l'Union africaine n'a pas de moyens pour mener des opérations de maintien de la paix. Du coup, si elle a la volonté et que l'ONU finance, ça rend effectivement ces opérations de maintien de la paix plus efficaces parce qu'elle ne sera plus limitée par le financement qui lui fait grandement défaut, souvent quand elle déploie les opérations. Désolé, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai pourtant essayé de courir, mais ça va tellement vite. Mais je pourrais revenir au moment de questions sur les aspects que je n'ai pas abordés. Oui, notamment sur la multidimensionnalité, je suis sûr qu'on va y revenir parce que c'est un des enjeux, puisqu'en plus, votre travail a été produit à un certain contexte donné. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur la multidimensionnalité qui est très, très coûteuse et très difficile à opérationnaliser. Donc, je suis sûr qu'on va y revenir, Gabriel. Merci beaucoup pour avoir posé le décor, en fait. Et donc, je cède immédiatement la parole à Hélène. Hélène qui va ouvrir la discussion pour 8 minutes. Oui, voilà, il fallait juste que je retrouve mon petit bouton micro.
Alors, je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier Gabriel de m'avoir conviée à cette table ronde. Je suis très honorée et très heureuse de pouvoir y participer et puis de revenir sur cet ouvrage et puis de faire votre connaissance à tous. Alors, la question à laquelle je me suis plus intéressée pour aujourd'hui, c'est celle de la coopération entre les organisations internationales et plus particulièrement donc les Nations Unies et les organisations régionales dans le domaine précis du maintien de la paix. Et ce qu'on constate, c'est que cette coopération, elle existe, elle est développée entre les Nations Unies et l'Union africaine, alors qu'on ne la retrouve pas véritablement avec les autres organisations régionales. Alors, il est vrai que la question du maintien de la paix et de la sécurité internationale est particulièrement prégnante sur le continent africain et que c'est un souci que les Nations Unies cherchent à rétablir et l'Union africaine aussi. Dans son ouvrage, Gabriel nous a bien montré que cette coopération était développée, qu'elle prenait la forme de différentes formes, mais peut-être de manière un petit peu provocatrice, je voudrais demander si cette coopération n'est pas seulement de papier, ou plutôt, on devrait dire aujourd'hui, n'est pas seulement sur les sites Internet. Est-ce qu'elle existe véritablement ? Alors, j'ai repris un petit peu la structure que Gabriel avait déjà montrée, parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment une multiplication des instances où les Nations Unies vont coopérer avec l'Union africaine, mais je me demande si les difficultés difficultés de convergence, pour ne pas dire les divergences, que Gabriel a souligné dans son ouvrage, est-ce que ces difficultés sont véritablement aplanies par la multiplication de ces instances? Alors, on a effectivement la nouveauté, on va dire, depuis la soutenance de thèse dans cette coopération, c'est la conférence annuelle entre les Nations Unies et l'Union africaine, qui date de 2017 et qui va donc mettre en œuvre le cadre commun de ce partenariat renforcé pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et autour de ça, on a donc une réunion, enfin, en plus de cette conférence annuelle, on a une réunion consultative annuelle conjointe des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et des membres du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. À cela s'ajoute une équipe spéciale conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine qui se réunit, on va appeler ça la réunion de haut niveau, mais qui se réunit aussi beaucoup plus régulièrement au niveau des membres des différentes directions. À cela s'ajoute encore le Bureau des Nations Unies, le Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, qui va essayer là peut-être d'agir de manière un petit peu plus opérationnelle, si je reprends ce terme, donc d'être un petit peu plus concret et véritablement d'aider la Commission africaine dans la mise en place, la gestion des différentes opérations. Donc on est vraiment sur des échanges peut-être on va dire techniques et pas seulement politiques comme on peut l'avoir dans la conférence annuelle. L'objectif, en revanche, l'objectif de ces différentes instances de coopération, il est double. Et je crois que ça, c'est vraiment un point assez important, mais qui est peut-être aussi un petit peu dangereux. Le premier objectif, c'est d'aider l'Union européenne l'Union africaine, non, on ne va pas changer de continent, l'Union africaine à mener ses propres opérations indépendantes, mais c'est aussi de véritablement développer un partenariat efficace. Parce que il me semble que c'est difficile pour les Nations Unies de dire, mais j'y reviendrai, ce sont des problèmes africains, laissons les Africains s'occuper des problèmes africains. Et elle ne peut pas se désengager. D'accord ? Et donc, on a un petit peu quand même ce double point de vue, double discours. Il faut que l'Union africaine s'occupe des problèmes en Afrique, mais en même temps, bien sûr, les Nations unies sont concernées par ces problèmes et on doit continuer à développer ce partenariat. Alors, sur ce partenariat, je reviens sur une question que Gabriel a évoquée dans son ouvrage, c'est la question de la hiérarchie. Normalement, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le principal responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, donc il doit être, si on peut employer ce terme, supérieur.
Et donc, c'est lui qui doit superviser, qui doit avoir la primauté, notamment sur le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai trouvé dans un communiqué très récent de mai 2021 qui on va dire, célébrait la 1000e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, eh bien, la même chose que ce que Gabriel soulignait, en disant, alors je vous le lis quand même, hein, tout en soulignant la responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations unies de promouvoir et de maintenir la paix et la sécurité internationale, nous tenons à souligner la nécessité d'un financement durable des activités de l'Union africaine en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais moi, j'aurais presque envie de demander, est-ce que ce n'est pas une formule de politesse ? Oui, on conçoit bien, on admet que c'est comme ça, hein, le Conseil de sécurité doit avoir la primauté, mais on est moyennement d'accord quand même, donc on veut réaffirmer la place des instances africaines dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors ensuite, parce que là, du coup, je n'ai pas regardé trop, mais vous me direz, Frédéric, si je déborde, il y a deux points qui me paraissaient importants à souligner encore, c'est la question de savoir si l'Union africaine a suffisamment d'autorité, mais sur le continent africain même, pour mener efficacement cette coopération avec les Nations unies. Parce que j'ai un peu le sentiment, et mes lectures m'amènent souvent à ce constat, c'est que l'Union africaine est fragilisée, mais de l'intérieur, et qu'elle a du mal à asseoir son autorité sur ses États membres de différentes manières, et que cette faiblesse-là, eh bien, peut lui jouer des tours d'une certaine manière pour essayer d'obtenir un rôle au niveau international en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et on sent toujours cette difficulté au niveau africain, me semble-t-il, de cette double tendance, une volonté de faire partie des organisations internationales, donc de coopérer pour gérer des problèmes communs, mais en même temps cet attachement viscéral, si on peut dire, à la souveraineté. Mais ce n'est pas une critique, et on voit bien que, si vous me permettez cette petite intrusion au niveau européen, la souveraineté des États européens est de nouveau mise en avant aussi. Et donc, on a cette tension entre une volonté de coopération qui suppose quand même que finalement, on doit se soumettre à des décisions communes, et donc cette nécessité de protéger sa propre souveraineté. Et j'ai l'impression que l'Union africaine, eh bien, en fait un peu les frais, et qu'elle a cette difficulté à gérer elle-même et obtenir toute l'autorité nécessaire pour pouvoir gérer elle-même le maintien de la paix sur le continent africain. Et cette faiblesse, eh bien, se ressent dans la position que l'Union africaine voudrait avoir vis-à-vis des Nations unies, en disant, écoutez, moi je suis capable de gérer les problèmes, et non pas en disant, moi je ne suis pas capable et j'ai besoin de votre aide pour gérer ces problèmes. Et ça, c'est un point, il me semble, qu'on peut rajouter. Moi, je travaille de plus en plus en droit international économique, et je m'intéresse beaucoup aux organisations d'intégration économique africaine. Et ce qu'on constate, c'est un nombre très important d'organisations internationales sur le continent africain. C'est le seul continent où on a une organisation continentale, des organisations régionales et des organisations sous-régionales. Et quand on a cette structure-là, on se dit forcément il va y avoir des problèmes de coordination. Et ces problèmes de coordination qu'on retrouve en matière économique, parce que l'Union africaine ne reconnaît que 8 communautés économiques régionales parmi les 15 organisations d'intégration économique, eh bien cette architecture, cette multiplication des organisations va forcément poser des problèmes de coordination. Et on le retrouve en réalité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, puisqu'on va avoir des organisations régionales qui vont vouloir gérer un certain nombre de questions, mais il faut que ça soit coordonné avec l'Union africaine, et il faut que ça soit coordonné avec les Nations unies. Donc, on a une double difficulté de coordination, de chevauchement en fait des compétences et des activités, qui nuit certainement, moi il me semble-t-il, qui nuit certainement à l'efficacité de l'action de l'Union africaine dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et peut-être, si je peux
un dernier mot pour conclure, c'est cette question de l'africanisation. Qu'est-ce que c'est l'africanisation du maintien de la paix et de la sécurité internationale? C'est que les Africains doivent participer plus aux affaires de paix et de sécurité internationale. Mais voilà, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être les seuls à s'occuper de ces questions-là? Ou est-ce que, quelle est la place qu'on leur donne? Est-ce que c'est un désengagement du reste de la communauté internationale en disant, voilà, il va y avoir africanisation, ce sont des problèmes africains qui doivent être gérés par les Africains, et ça forme quand même, moi, me semble-t-il, de dédouanement de la part de la communauté internationale en disant, ah bah là, du coup, si on s'en occupe, c'est une forme d'ingérence et on ne veut plus s'ingérer dans les affaires des États africains. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hélène, vous mettez le doigt en effet sur des dilemmes à la fois institutionnels, normatifs et politiques, notamment sur l'africanisation qui n'est pas sans lien avec la décolonisation aussi de la pensée et de la pratique. Gabriel, vous avez un gros... Voilà, on repose de toute façon à la partie de discussion. Et donc maintenant, je cède immédiatement la parole à Yvan Ilunga pour 8 minutes. Même régime. Okay, merci beaucoup aux organisateurs et merci à Gabriel et à tout le monde. Je veux aussi m'efforcer, comme Gabriel a dit au départ, à revenir en français. Là, ça faisait très longtemps que j'ai pratiqué les relations internationales ou les questions de maintien de la paix en français. Donc, c'est un peu de choc. Donc, je pourrais toutefois les interpréter plus tard. Et sur ce, je vais commencer par l'anecdote que Gabriel a donnée là, sur question de MONUSCO, pour dire, tu es vraiment un MONUSCO, dans un sens de question d'efficacité et de la relevance de certaines missions en Afrique. Et plus particulièrement, je vais devoir me concentrer sur un point important que Gabriel a relevé dans le livre, c'est cette problématique de stratégie de sortie des opérations de maintien de la paix et question de consolidation de la paix. Bien sûr, dans le livre, il a bien expliqué la différence et le contexte même de cette conversation de sortie, maintien de la paix et consolidation qui commençait déjà aux alentours des années 2000. Mais je voudrais peut-être mettre ça un peu plus dans aussi le contexte actuel, parce que ce sont des conversations, spécialement en relevant aussi le cas de MONUSCO, ce sont des conversations qui existent et on se demande comment quitter, si on doit quitter, comment quitter, quand quitter, et quels sont les indicateurs qui montreraient qu'il y a une sortie responsable. Mais bon, bien sûr, il y a eu quelques cas qui ont été relevés, même dans le livre, des missions qui ont pris leur fin. Il y a par exemple le cas de missions de maintien de la paix au niveau au Burundi, Libéria et Sierra Leone. Ça, ce sont des cas pratiques qui montrent qu'on peut entrer, commencer une opération et finir. Mais la grande question qui reste à se poser sur ce, c'est la durabilité de la paix après la fin de ces missions-là. Parce que quand nous voyons, par exemple, je crois que Gabriel va revenir là-dessus, c'est quand nous voyons la dimension multidimensionnelle, on se rendra compte que ce n'est pas seulement question d'arrêter le conflit, mais une sortie responsable doit aussi se transmettre ou se transférer dans une dimension, par exemple, d'un boost économique, des dimensions sociales qui doivent être aussi bien fixées. Mais non, bon, on a eu des cas, mais on peut dire bien que le cas, par exemple, de Libéria, Sierra Leone, voire même Burundi, ne reflète pas une stabilité post-l'ONU, si je dois utiliser ce terme comme ça. Mais sans plus tarder, je vais devoir me référer peut-être pour me focaliser sur 3 petits points. Le premier point, c'est qu'est-ce qui rend
les questions de sortie ou la problématique sur les stratégies de sortie très difficiles maintenant, ou qu'est-ce qui l'amène sur le premier plan de la conversation. Moi, pour le point là, je dirais que ça commence par question d'une fatigue exprimée, question de fatigue, et je vais m'expliquer là-dessus. C'est qu'il y a la fatigue exprimée, c'est que il y a une fatigue que je considère fatigue institutionnelle. Fatigue institutionnelle conduisant très souvent à une répétition des termes des mandats qui n'ont rien d'innovant. Et plus particulièrement dans les missions qui ont traîné, comme MONUSCO et autres, on se rend compte que même au niveau du Conseil de sécurité, chaque année, on se demande, OK, nous devons plutôt renouveler le mandat. Mais bon, ça s'étend en longueur, on est fatigué, mais du moins, on est dans l'obligation, je dirais peut-être obligation morale et éthique ou institutionnelle de renouveler. Mais quand vous regardez les termes qui décrivent les mandats, il y a peut-être pas grand-chose qui soit inséré, sinon dans le contexte des années électorales, ou peut-être une ou deux lignes serrées d'appui au processus de démocratisation et tout consort, mais en général, il n'y a rien d'innovant. Très souvent, quand nous regardons les mandats ou le renouvellement de certains mandats, les termes de certains mandats, pour dire que on veut bien quitter parce que les institutions sont fatiguées, mais on ne veut pas quitter parce qu'on a atteint l'objectif. Ça, c'est la première des choses sur la question de fatigue. Et deuxième point sur cette question de fatigue, c'est exactement ce que aussi Gabriel a dit un peu au départ. C'est cette fatigue que je considère fatigue sociétale par rapport à la présence des opérations de maintien de la paix. Vous regardez dans des provinces ou des régions comme Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les gens disent, mais écoutez, vous êtes ici depuis bientôt ou bien plus de 20 ans, on est fatigué, on cesse de voir des nouvelles unités, mais bon, nous ne voulons plus de vous. Mais cela ne veut pas dire que cette sortie qui est demandée signifie qu'il y a restauration de la paix. Mais c'est juste que nous commençons à réfléchir sur une sortie parce que la communauté est fatiguée, il n'y a rien qui se fait. Et ça, c'est peut-être un élément aussi important à relever quand nous réfléchissons sur les stratégies appropriées. Il ne faudrait pas seulement dire qu'il faut sortir, mais qu'est-ce qui pousse cette demande de la sortie? Bon, ça, c'était le premier point sur la fatigue institutionnelle et sociétale. Et deuxième point, c'est sur certaines contraintes. Le premier élément dans la contrainte, je crois que c'est une contrainte budgétaire. Une contrainte budgétaire au niveau du Conseil de sécurité. Et bon, bien sûr, quand vous regardez avec le retour des États-Unis, bon, je dirais retour en force au Conseil de sécurité, même au temps de Donald Trump, l'idée c'était que nous mettons beaucoup d'argent. Il faut couper un peu ces opérations, nous investissons beaucoup. Et bien sûr, des réformes au niveau institutionnel ont commencé à se faire en sorte que l'on répare cette contrainte, entre guillemets, de perte inutile d'argent sur des missions qui n'atteignent pas leurs objectifs. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte budgétaire qui pousse les missions à réfléchir autrement. Par exemple, avec la MONUSCO, il y a eu cette idée de dire que nous devons downsize, nous devons réduire l'effectif, nous devons réduire les zones d'opération, sortir des provinces, des Tanganyika et autres pour se focaliser plus à l'Est. Parce que, bien sûr, il n'y a pas suffisamment de moyens. Le budget est en train d'être réduit. Ça veut dire que la sortie commence à être envisagée parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Et deuxième point sur les contraintes, c'est une question de contraintes politiques. Soit c'est le pays d'accueil qui est fatigué, qui demande de revenir à sa propre souveraineté. Et par conséquent, je crois que même Hélène l'a relevé, cette question africaine de revenir sur la propre souveraineté et dire, mais écoutez, vous êtes ici pendant longtemps, nous sommes des pays souverains, nous devons reprendre, africaniser ou nationaliser nos propres opérations de maintien de la paix ou de sécurité nationale. Et par conséquent,
nous demandons que vous puissiez envisager une sortie responsable, parce que nous voulons revenir sur ce point. Donc, nous allons nous rendre compte qu'il y a aussi des contraintes politiques internes, voire même peut-être régionales, qui montrent que plus l'ONU est sur le continent, l'Union africaine se sont parrainés et ça ne donne pas une bonne image. Alors, il faudrait transférer la responsabilité. Et ça, c'est le point sur les contraintes. Et peut-être je vais devoir finir mes quelques 8 minutes sur la question de consolidation de la paix. Bien sûr, il y a des enjeux de fatigue, de contraintes, mais comment faire pour consolider la paix? Et moi, j'aime toujours dire on ne peut consolider la paix que s'il y a la paix. Même si nous rentrons dans le contexte de maintien de la paix, on ne peut maintenir la paix que s'il y a la paix. Mais la réalité est telle que dans la plupart des cas où ces interventions sont déployées et faites, il n'y a pas de paix. Mais s'il y a de paix, aussi il y a l'idée de paix, c'est une idée de paix internationale, mais de fois pas une idée de paix locale, selon les propres définitions des communautés locales par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs termes et compréhension de la paix. Alors maintenant, comment consolider la paix? Et ici, je pense que, bien sûr, Gabriel a parlé dans le livre aussi de différents niveaux, national, international, régional et tout. Et cela s'aligne aussi dans le point que Hélène a relevé. Mais je crois que un des points importants aussi à avoir, c'est que on a besoin de l'harmonisation de politiques de développement et de stabilisation entre la communauté internationale, les communautés peut-être nationales, ainsi que les communautés locales. Ici, c'est plus question de dire, oui, il y a des interventions, une sortie doit se faire, mais qui propose les politiques de développement, les politiques de paix? Et pour mieux y arriver, je pense, harmoniser les attentes, harmoniser les agendas et harmoniser aussi les stratégies en termes de politique de sortie et de développement seraient des éléments importants sur lesquels peut-être se baser. C'est ainsi que je vais devoir peut-être m'arrêter là et bien sûr revenir quand le temps nous sera encore accordé. Merci. Grand merci, Yvan, pour ce tableau. Et en vous écoutant, je me dis que la fatigue que vous évoquez concernant la sortie, elle a aussi des effets à l'échelle politico-stratégique, sur peut-être la réticence du Conseil de sécurité à justement continuer cet effort-là. Ouais. Allez, on avance. Mathilde, toujours même régime, 8 minutes, avant de revenir vers Gabriel. Et je vois qu'il y a de nouveaux arrivés dans le cadre du panel pour leur indiquer qu'il ne faut pas en effet hésiter à déjà formuler des questions, puisqu'il y aura un temps aussi où Gabriel pourra rebondir sur vos questions à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole sur cet ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et je remercie en particulier Gabriel de nous avoir donné l'opportunité de le lire. Alors, pour ma part, je me suis plutôt focalisée sur l'avenir des opérations de maintien de la paix et notamment leur avenir eu égard aux problématiques auxquelles elles sont confrontées. Et du coup, je me suis un peu focalisée sur ces deux questions de la robustesse et de la multidimensionnalité. Alors, ce que vous faites notamment dans votre troisième titre, dans vos chapitres 5 et 6, c'est de nous montrer, de nous donner une image globale de cette évolution des opérations de maintien de la paix qui, auparavant, étaient simplement prévues pour restaurer une paix à partir de 3 principes, le consentement des parties, l'impartialité, mais aussi le non-usage de la force. Et vous montrez très bien ce glissement du chapitre 6 de la charte au 7e chapitre avec un recours de plus en plus fréquent à la force. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et notamment je l'ai fait bien sûr par la perspective de mes propres recherches, c'est de mettre en lien finalement cette question de la robustesse et de la multidimensionnalité. Et d'ailleurs, j'aimerais vous proposer peut-être des pistes de réflexion là-dessus. En fait, moi, ce que j'avais observé dans le cas de la MINUSMA et de l'intégration de la protection du patrimoine culturel au sein de son mandat, c'est que finalement, au niveau politique, je suis désolée, on ne se refait pas, je suis politiste, donc je vais me focaliser sur la question politique, c'est que les débats au sein du Conseil de sécurité avaient eu lieu entre les P3, donc États-Unis, Grande-Bretagne, France, et la Russie notamment, avec certains de ses alliés comme la Chine.
sur cette double question. Donc en fait, la Russie s'était opposée à la fois sur la question de la robustesse de la MINUSMA et à la fois sur la question de la multiplication des tâches et donc de la multidimensionnalité. Donc en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de mettre en lien un peu ces deux problématiques. Donc c'est à l'aune de cette réflexion-là plus générale que je vais vous livrer un peu mes questionnements. Donc pour ce qui est de cette évolution des mandats et de cette question de l'efficacité, dans votre chapitre 5 qui porte plus précisément sur la question de la consolidation de la paix, vous faites allusion donc à la multidimensionnalité des mandats et vous faites un lien direct entre cette évolution et la redéfinition finalement de cette notion de souveraineté, ce que j'ai trouvé particulièrement important. Et notamment, dans ce cadre, j'aurais peut-être aimé vous entendre un peu plus sur les débats qui peut-être ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité sur cette question de la redéfinition de la souveraineté. Est-ce que peut-être vous avez assisté à des débats, notamment je pense entre les P3 et les P2, donc Chine-Russie, sur la souveraineté, sachant que moi, ce que j'avais observé dans le cas de la MINUSMA, c'est qu'on avait du côté des pays dits occidentaux plutôt une définition de la souveraineté comme responsabilité, alors que du côté de la Russie et de la Chine, on va plutôt avoir une souveraineté qui est encore pensée en termes de contrôle d'un territoire et même contrôle d'une population dans certains cas. Donc, je me demandais peut-être si vous aviez des réflexions à nous livrer dans ce cadre-là. Autre chose, donc toujours sur cette question de la consolidation de la paix et de la souveraineté, j'ai trouvé particulièrement intéressant deux notions que vous soulevez dans ce chapitre 5, celle de leadership africain et celle d'appropriation nationale. Et je me demandais peut-être si vous aviez des réflexions à nous livrer sur la manière dont l'Union africaine, peut-être, permettait mieux que l'ONU de prendre en compte ces questions plus bottom-up, donc d'appropriation nationale, de leadership africain, sur cette redéfinition de la souveraineté. Et par ailleurs, vous faites allusion à deux autres notions sur lesquelles, c'est plus des demandes de précision, parce que vraiment, c'est des questions qui m'ont vraiment intéressée. Cette question de l'usage de la robustesse pour aller défendre un mandat. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré dans mes recherches et je suis vraiment intéressée de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on peut, un casque bleu, la composante militaire d'une opération peut user de la force dans le cas où l'opération, et notamment je pense à sa composante civile, ne peut pas mener à bien certaines missions. Dans le cas de la protection du patrimoine culturel, c'était assez clair, c'était normalement délivré à la composante militaire puisque c'était dans le mandat de la MINUSMA, compris comme étant sous l'égide du chapitre 7. Mais je me demandais par exemple si la défense du mandat tel que vous l'entendez, ça veut dire que si par exemple l'unité défense des droits de l'homme de la composante civile ne peut pas venir à bout de son mandat, est-ce que les casques bleus peuvent lui porter un soutien militaire? Est-ce que c'est cela que ça veut dire ou est-ce que c'est moi qui ai mal compris cette notion? Et ensuite, sur ce chapitre 6, qui porte plus précisément sur cette question de la robustesse, j'ai été un peu étonnée par la formulation de votre titre, parce qu'il semble que vous établissiez un lien presque causal entre l'efficacité d'une mission et sa robustesse. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a interrogée parce que justement, à la lumière de ces débats entre les P3 et la Russie, j'avais plutôt l'image que c'était quelque chose qui n'était absolument pas consensuel et que la Russie, notamment, moi je pars toujours de l'exemple de la MINUSMA, je pars de ce que je connais, mais j'avais l'impression que pour la Russie, efficacité, ça voulait dire aussi retour à un maintien de la paix traditionnel et qui du coup n'entend pas la robustesse. Et que du coup, c'est quelque chose qui fait encore débat, notamment au sein du Conseil de sécurité. Autre chose que j'ai relevé et qui m'a intéressée, notamment sur les questions de sortie qu'a évoqué Yvan juste avant moi, comment l'ONU et l'Union africaine gèrent une situation dans laquelle il est question d'une sortie, mais on anticipe que peut-être l'État hôte risque à un certain moment de ne pas être en mesure de protéger sa propre population, voire de lui porter atteinte. Et je me demandais comment, dans ces cas-là, l'ONU et l'Union africaine géraient la situation, étant donné notamment la priorité qui est donnée actuellement à la protection des civils. Et j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais pouvoir m'étendre un peu. Mais autre chose, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de montrer dans votre chapitre 6 que finalement la robustesse
vous l'avez répété dans votre présentation, elle avait d'abord été mise en avant par l'Union africaine avant d'être finalement reprise par l'ONU. Et c'est vrai que quand on compare, par exemple, la situation de l'ECOMOG, qui effectivement, comme vous le dites dans votre chapitre, a tout de suite mis en avant cette robustesse de son mandat, alors même que l'Union africaine, que la CEDEAO n'en avait pas forcément les moyens, on peut s'étonner en parallèle de voir actuellement, et c'est ce que vous soulignez, l'ONU qui parfois se désengage, soit qui va par exemple déléguer l'usage de la force à des organisations régionales, je pense au cas de l'OTAN dont vous parlez, mais également des situations où elle va déléguer finalement l'emploi de la force, et je pense à l'Irak et la Syrie, à des coalitions internationales. Et donc finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une délégation globale de cet usage de la force par l'ONU vers des organisations régionales ou vers des États directement? Et peut-être, j'aurais peut-être aimé vous entendre sur cette situation qui interroge véritablement l'avenir des opérations de maintien de la paix sur cette question-là. Et pour essayer au final rapidement de mettre un peu en lien ces deux chapitres et de faire le lien entre l'ONU et l'Union africaine, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que vous mettiez en parallèle les deux organisations en disant que peut-être que c'était l'hypothèse du séquentialisme qui pourrait être intéressante d'envisager à l'heure actuelle, c'est-à-dire des opérations de court terme, mais des opérations qui pourraient être déployées beaucoup plus rapidement de l'Union africaine, et ensuite envisager que ce soit l'ONU qui prenne le relais. Et donc finalement, je me demandais en vous lisant si on arrive, finalement, bon, alors là on est dans l'anticipation, mais est-ce qu'on n'arrive pas finalement à un modèle où l'imposition de la paix serait finalement déléguée à l'Union africaine, alors que l'ONU sur le long terme prendrait en charge la consolidation de la paix? Est-ce que vous pensez qu'on arrive à cette forme de division des tâches, ou est-ce que c'est encore trop dans l'anticipation? Voilà, donc c'était un peu les questions que je voulais vous poser. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Mathilde, et vous finissez d'ailleurs, et ça fait complètement résonance aussi à ce que Yvan et Hélène évoquaient sur la question du modèle aussi de coopération entre les deux organisations, séquentialisme, intégration ou parallèle, enfin voilà. Gabriel, on revient vers vous du coup pour 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on posera, bon, il n'y a plus qu'une seule personne qui nous écoute, mais on lui donnera la parole si elle le souhaite. Et puis moi, évidemment, j'ai aussi quelques points. Mais d'abord, la parole à Gabriel sur voilà, cet agenda qui est assez consistant, mais voilà, évidemment, vous choisissez les questions qui vous semblent les plus pertinentes ou sur lesquelles vous pensez qu'il y a des éléments importants que nous devrions du coup discuter ensemble. Ok, merci. J'avais à nouveau commencé sans mon micro. Merci beaucoup. Ça fait un certain nombre de questions. Je pense que c'est Hélène qui a commencé avec la coopération. Est-ce qu'elle ne serait que sur le papier? Je n'ai pas l'impression qu'elle n'existerait que sur le papier. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une véritable coopération entre l'ONU et l'Union africaine. Cette coopération, je mets un peu le métronome pour ne pas me faire avoir comme la première fois. Cette coopération, on peut vraiment l'avoir sur le terrain. Quand on voit une mission comme la MINUAD au Darfour, où le Soudan refusait absolument que l'ONU dirige une mission sur son territoire et voulait absolument d'une mission africaine, alors que l'Union africaine n'avait pas de moyens pour mener une mission de maintien de la paix d'une importante ampleur au Darfour. Cette coopération a été réellement quelque chose qui a pu sauver le maintien de la paix dans le cadre du Darfour. Et puis au niveau du renforcement des capacités de maintien de la paix de l'Union africaine, on observe aussi quelque chose de véritablement, je veux dire, on a quelque chose d'effectif dans l'intervention de l'ONU. On a aussi une vraie effectivité quand il s'agit des questions du financement, parce que là, l'Union africaine ne pourrait pas vraiment mener des opérations de maintien de la paix sans un appui financier de l'ONU, parce que c'est l'ONU qui va vraiment financer l'essentiel des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Du coup, je pense que la coopération, elle est vraiment effective. Elle est effective. Elle souffre de quelques difficultés, mais elle est quand même effective.
sur la multiplication des instances et est-ce que ça fait parfois désordre. On peut parfois se perdre effectivement, on peut se dire est-ce qu'on arrive toujours à suivre, est-ce qu'on arrive toujours à coordonner. Mais j'ai l'impression que l'Union africaine, en ce qui concerne le maintien de la paix, après ça va changer dans d'autres domaines, ça c'est évident. Mais en ce qui concerne le maintien de la paix, il y a une certaine forme de coordination qui fonctionne bien dans le cadre de l'architecture africaine de paix et sécurité. Parce que les organisations reconnues par l'Union africaine, et même celles qui ne sont pas reconnues par l'Union africaine en général, elles vont quand même avoir beaucoup de contacts avec l'Union africaine avant de mener une quelconque action sur le terrain. Et même quand elles sont en partenariat avec l'ONU, parce que c'est ce qui rend encore la chose plus compliquée, non seulement il y a une coopération entre l'ONU et l'Union africaine, mais aussi une coopération entre l'ONU et ces différentes organisations sous-régionales et régionales. Mais là aussi, quelque part, c'est quand même coordonné par l'Union africaine, ce qui fait que malgré la multiplication des acteurs, on arrive quand même, je parle vraiment uniquement de ce qui est du maintien de la paix, on arrive quand même à avoir quelque chose de cohérent. Je pense que l'organisation qui intervient le plus sur les affaires de paix et sécurité, ça va être la CEDEAO. Et la CEDEAO et l'Union africaine travaillent vraiment de façon, je dirais, harmonieuse, malgré toutes les difficultés, malgré la multiplication des tâches, malgré la multiplication des activités que les deux organisations ont. Est-ce que l'Union africaine est affaiblie de l'intérieur par ses États membres? Là aussi, en ce qui concerne le maintien de la paix, je n'aurais pas tendance à répondre par l'affirmative parce que l'Union africaine réussit quand même à coordonner l'action des États membres. Il est difficile qu'un État membre de l'Union africaine intervienne ou fasse quoi que ce soit sans avoir reçu l'aval du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et parfois, l'Union africaine va aussi imposer des mesures, et certaines mesures vont même être contre le droit international ou contre l'ONU, contre le Conseil de sécurité. Je pense à ce bras de fer auquel on a assisté sur le cas de Bachar, l'ancien président du Soudan, où le Conseil de sécurité avait, avec la Cour pénale internationale, s'était entendu pour un arrêt de Bachar, mais l'Union africaine avait mis son veto en disant aucun État ne peut arrêter Bachar, ce qui fait que Omar Béchir a continué, je confonds avec les Syriens, Omar Béchir a continué à voyager dans les États membres de l'Union africaine, assister à des sommets, alors que le surmandat du Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale avait quand même lancé un mandat d'arrêt contre lui. Du coup, les États membres, j'ai l'impression qu'elles vont quand même être très soumises à ce que fait l'Union africaine. Et même quand on voit les sièges non permanents à l'ONU, les États africains qui se présentent, ça se passe d'abord au niveau de l'Union africaine avant le vote même qui va se dérouler à l'ONU. Quand un État veut être membre non permanent du Conseil de sécurité, on va d'abord régler ça au niveau de l'Union africaine et c'est ensuite l'Union africaine qui va envoyer un peu la liste à l'ONU. C'est un peu c'est unique à l'Union africaine. Ça ne se passe pas comme ça avec d'autres organisations régionales. Du coup, j'ai l'impression quand tout ce qui concerne le maintien de la paix, l'Union africaine réussit quand même malgré tout à coordonner les efforts des différents États qui la composent. Sur la sortie des opérations de maintien de la paix, Yvan, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Comment on sort c'est souvent la question la plus difficile, que ce soit le maintien de la paix ou même l'imposition de la paix. Je pense à quand on voit l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se retirer de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui a été fait? On a envie de dire tout ça pour ça. On revient à ce qui a existé avant. Les talibans sont en train de reprendre plus ou moins le territoire parce que dès que les États-Unis sont partis, on est sûr et certain que les talibans vont revenir. Donc, c'est une question effectivement qui est très difficile. Comment on sort d'un pays
où l'ONU avait déployé une mission de maintien de la paix. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose, une bonne astuce que les deux organisations ont trouvé d'intégrer un peu certaines activités de la consolidation de la paix dans les mandats des opérations de maintien de la paix pour s'assurer qu'on ne va pas partir et laisser l'État dans une situation chaotique. Ça ne se passe pas toujours bien, mais la réflexion et les mécanismes mis en place, je pense qu'ils sont déjà, c'est déjà en bonne voie, c'est déjà quelque chose de positif d'avoir pensé à intégrer les missions de consolidation de paix dans les opérations de maintien de la paix. Sur les nombreuses questions de Mathilde, je vais essayer d'y répondre. La multidimensionnalité et notamment aussi la robustesse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la robustesse apporte beaucoup plus d'efficacité, contrairement à ce que pense la Russie? J'avoue que quand il y a des débats comme ça au Conseil de sécurité, parfois on oublie les notions et c'est ce qui est un peu embêtant parce que nous, quand on analyse les choses au niveau académique, on parle en termes de notions, on va parler en termes de principes, alors que ces États ne vont pas toujours réfléchir en termes de principes, de notions ou même du droit. Parfois, c'est juste une question d'intérêt. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention en Syrie en 2011 ou en 2012? Simplement parce que la Russie s'est dit, on a vu ce que vous avez fait en Libye, on ne veut pas une répétition. Après, il y a plusieurs autres intérêts qui vont arriver. La Russie ne va pas perdre Bachar al-Assad. Ce qui fausse parfois l'analyse quand on veut analyser ces notions-là pour voir est-ce que tel positionnement est cohérent ou n'est pas cohérent. Mais je pense que la robustesse, c'est vraiment un aspect qui apporte de l'efficacité au maintien de la paix parce que l'efficacité, comme le dit, c'est quand même la capacité à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Et si l'objectif, c'est de protéger les civils et qu'on reste comme dans le cas de la MONUSCO qu'on a énuméré tout à l'heure ou dans le cas de la MINUAR avec le Rwanda, ça, ce n'est pas du tout de l'efficacité. Pour atteindre l'efficacité, je pense qu'on a vraiment besoin de robustesse, de dire aux fauteurs de troubles, comme le notait le rapport Brahimi, il y a une ligne rouge, quoi. On ne peut pas massacrer des civils sans que l'ONU n'intervienne. Et au niveau, je ne sais pas c'était quoi l'autre question, leadership, africain, appropriation, souveraineté. OK. Le leadership africain, l'appropriation nationale, sont des positions un peu, je ne dirais pas contradictoires, mais complexes parce que d'un côté, on a l'Union africaine et les États africains qui veulent avoir le leadership sur les questions africaines, qui réclament, mais qui sont souvent très rapidement rattrapés quand quand on arrive à l'aspect financier, par exemple. Donc, on va vouloir des leadership africains pour redéfinir les objectifs de paix, mais est-ce qu'on est en mesure de le mettre en place? Est-ce qu'on est en mesure de le gérer par la suite? Du coup, le leadership, et je pense que Frédéric le soulignait aussi, il y a des questions de décolonisation, on ne veut pas se retrouver à nouveau, l'Union ne veut pas à nouveau se retrouver sous la coupe de tel ou tel pays. Donc, on va réclamer, on va invoquer la souveraineté nationale, mais est-ce qu'on est toujours en mesure de la mettre en place? Ça, c'est une autre question. Ce qui fait que la question du leadership africain et de l'appropriation nationale reste vraiment très compliquée. Distinction entre imposition de la paix et maintien de la paix, est-ce que le séquentialisme signifie qu'on va laisser le maintien de la paix à l'Union africaine et l'imposition et la consolidation de la paix à l'ONU? Pas nécessairement dans la mesure où l'Union africaine intervient dès le début, mais le maintien de la paix n'est pas nécessairement fini quand l'ONU arrive, quand l'intervention de l'ONU arrive. Donc, l'ONU peut quand même toujours faire du maintien de la paix au moment où elle intervient après l'Union africaine. L'Union africaine, pour revenir à cette question de leadership, a aussi une vision très complexe quand il s'agit de l'imposition de la paix, parce qu'à l'ONU, on distingue quand même imposition de la paix, maintien de la paix. Maintien de la paix, ça va vraiment être, on a toujours besoin de consentement.
alors que dans des cas comme la Libye, ce n'était pas du maintien de la paix, mais de l'imposition de la paix. On est vraiment dans le cadre classique de la charte, parce que personne ne voit l'ONU demander à Kadhafi s'il voudrait bien qu'on intervienne dans son pays. Et l'Union africaine, un peu jalouse de cette souveraineté-là quand il s'agit des questions d'imposition de la paix, parce que non seulement elle veut que son avis soit écouté, parce que dans le cas de la Libye, par exemple, l'Union africaine était vraiment opposée à l'intervention de l'OTAN. Les États membres l'ont largement exprimé. L'Union africaine préférait une solution politique au conflit libyen. Donc, elle veut que son avis soit écouté lorsque le Conseil veut procéder à une opération d'imposition de la paix. Par contre, l'Union africaine se réserve plus ou moins le droit de ne pas solliciter le Conseil de sécurité sur des questions relatives à l'imposition de la paix. Ça, je sais, c'est une question qui fait largement débat en droit international et pour tout ce qui concerne les questions de paix et sécurité. L'adoption de l'article 4H de l'acte constitutif de l'Union africaine, je sais que nous avons écrit beaucoup d'articles là-dessus. Cet article qui permet à l'Union africaine d'intervenir dans un État membre dans le cadre de l'imposition de la paix. En principe, lorsqu'il y a une telle intervention en vertu de l'article 53 de la Charte, le Conseil de sécurité doit quand même donner son autorisation. Mais lorsque cet article a été discuté au moment de la rédaction de l'acte constitutif de l'Union africaine, les acteurs de l'Union africaine ont choisi de ne pas s'exprimer sur la question de l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on va demander l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU ou pas? Le choix, c'est vraiment un choix délibéré de ne pas mentionner cette question de l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'on s'est dit, il peut arriver que l'ONU ne soit pas d'accord et qu'on veuille quand même intervenir. Ce qui crée quand même des problèmes parce qu'on reste quand même sur la scène internationale, on reste quand même couvert par l'article 103 de la Charte aussi, qui donne une certaine primauté à la Charte sur tous les autres actes internationaux. Et j'avoue que cet article 4H de l'acte constitutif de l'Union africaine, aujourd'hui, il pose toujours problème. Le cas ne s'est pas encore présenté, mais si le cas se présente, est-ce que l'Union africaine aura forcément besoin d'une autorisation de l'ONU ou pas? Et ça reste dans le flou, un flou volontairement créé par l'Union africaine. Du coup, ces questions de leadership ou de souveraineté, je pense que c'est parfois difficile d'avoir une réponse exacte et claire parce que les acteurs choisissent parfois de rester flous sur ces questions. Je ne sais pas si je réponds. Oui, merci beaucoup, Gabriel. Il n'y a pas beaucoup d'esquives. Hein. Il me reste 10 minutes. Moi, j'avais deux petites questions rapides. Et puis, avant, je vais laisser aussi la parole à notre seule auditrice, c'est Antonia. Je ne sais pas si elle nous entend. Je lui proposerai du coup d'intervenir si elle le souhaite. Moi, j'avais une première question sur le fait que dans votre travail, on ne voit pas l'échelon francophone, c'est-à-dire les organisations transrégionales de caractère linguistique qui, sur la question des OMP, ont décidé de faire justement du renforcement des capacités à la fois matérielles et institutionnelles, notamment ce qui concerne la réforme des systèmes de sécurité. Je voulais savoir si, dans le cadre de ce travail de thèse, vous aviez été, donc la rédaction de cet ouvrage, vous aviez rencontré ou pas du coup l'OIF, et si on avait le même type de réflexe, tu es une MONUSCO, tu es un OIF, est-ce qu'il y a un peu le même type d'image qui entoure ces acteurs qui… les opérations de paix sont dominantes dans les pays francophones encore, même si les populations qui sont dans ces États francophones ne parlent pas forcément eux-mêmes la langue française. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez rencontré cet élément. Et puis, deuxième point, c'est vrai que c'est un travail qui a été réalisé il y a déjà quelques années. Or, on voit que depuis, par exemple, la Chine est extrêmement présente, y compris sur les OMP, en étant
à la fois l'une des plus importantes contributrices et à la fois l'une des principales créditrices en termes justement de financement des OMP, alors que la Chine n'apparaît pas de façon très centrale dans votre travail. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Chine, à l'heure actuelle, ne va pas essayer aussi d'imprimer, comme elle le fait dans les institutions sur lesquelles d'ailleurs aujourd'hui elle est directrice, hein, enfin des postes de directeur dans les institutions spécialisées de l'ONU qui sont détenues par des Chinois, est-ce qu'elle ne va pas, elle aussi, essayer d'imprimer sa propre vision des OMP, la paix libérale a du plomb dans l'aile, le multidimensionnel est compliqué à mettre en œuvre, alors est-ce que la Chine n'aurait pas quelque chose à mettre en avant et tirer son épingle du jeu dans ce tel contexte? Alors c'est une question que je vous pose, Gabriel, mais qui est peut-être que je pose à l'ensemble des panélistes quelque part. Mais avant, peut-être, Antonia, si elle nous entend, est-ce que vous avez éventuellement une question à poser à Gabriel ou aux membres du panel? Non. Bon, peut-être que, voilà, si... Bon. Très bien. A priori, non. Donc, sur ces deux questions, Gabriel, est-ce que vous avez éventuellement des remarques ou des choses à partager avec nous? Toujours le micro, toujours le micro. Merci. Merci Frédéric pour le micro, je l'oublie un peu. C'est vrai que sur la question de la francophonie, c'est plutôt un choix qui a été fait de ne pas m'étendre sur des organisations qui ne sont pas forcément, qui ne collent pas forcément à enfin, je veux dire qui ne sont pas africaines et qui ne sont pas des organismes de l'ONU. Je voulais vraiment rester concentré sur les deux organisations, ce qui fait que j'ai exclu de fait la francophonie. Mais c'est vrai que c'est une question qui s'est beaucoup posée. Par contre, au Conseil de sécurité, ça a été beaucoup discuté avec sur la question des Troop Contributing Countries, de savoir, parce qu'on se retrouvait effectivement, comme vous l'avez souligné, avec des opérations de maintien de la paix qui se déroulent essentiellement ou principalement dans des pays francophones. Et on avait peu de contingents, mais aussi peu de, comment dire, peu de dirigeants francophones sur ces questions-là. Et la réflexion a été beaucoup faite. Et je sais que l'OIF, effectivement, j'avais discuté avec quelques membres qui travaillaient à l'OIF et qui sont à la mission d'observation de l'OIF à l'ONU, qui voulaient vraiment s'impliquer un peu plus. Et c'est vrai qu'ils le font un peu plus aujourd'hui. Le maintien de la paix au niveau de la direction, on a de plus en plus de francophones, mais j'avoue que c'était plutôt un choix de ne pas trop m'étendre sur ces organisations-là. Maintenant, sur l'autre question qui concerne la Chine, j'avoue que la Chine, on ne le voit pas forcément parce que c'est un peu c'est très subtil les actions de la Chine. Elle arrive toujours tout doucement et puis après on s'aperçoit qu'elle est déjà là. En 2017, j'avais eu une discussion très intéressante avec un formateur chinois de soldats de la paix, donc qui forme un peu des soldats chinois qui doivent aller sur des opérations de maintien de la paix, et on avait longuement discuté de la vision de la Chine sur le maintien de la paix. Et au-delà du maintien de la paix, j'avoue que la petite inquiétude qu'on peut avoir avec la Chine, c'est au niveau des valeurs, parce que la Chine, c'est pas elle qui va forcément lutter pour plus de démocratie, c'est pas elle qui va forcément lutter pour que l'état de droit soit un peu plus mis en avant. Or, dans les opérations de maintien de la paix, quand on parle de la multidimensionnalité, c'est aussi ça, de dire on a besoin de ça, on va partir, Ivan parlait de la sortie, on veut sortir d'un pays, mais on veut quand même s'assurer qu'il y ait un minimum
le respect des démocraties, de l'état de droit, des droits de l'homme. Et la petite inquiétude qu'on peut avoir avec la Chine, c'est qu'elle arrive en force, mais quelles sont les valeurs qui vont venir après? Personnellement, je pense que c'est la petite inquiétude que j'ai avec la Chine. Après, je pense, comme Frédéric vous l'avez souligné, les autres peuvent répondre à la question aussi. Et c'est une question, et je pense que au-delà du maintien de la paix, c'est une question qu'il faudra se poser parce que Hélène évoquait dans le domaine de l'économie. Vous le savez peut-être aussi, parce qu'en Afrique, par exemple, la Chine, elle remplace un peu tous les anciens acteurs. Et comment ça va être vu par la suite, alors qu'aujourd'hui, on observe quand même des mouvements de lutte pour la démocratie, des mouvements de lutte pour les droits de l'homme, quand le principal partenaire sera la Chine. Est-ce que cette petite avancée qu'on est en train de connaître aujourd'hui sur le continent, est-ce qu'elle va continuer? On verra bien. C'est la petite inquiétude, je pense, qu'on devrait avoir. Merci Gabriel. On n'a plus que 3 minutes en effet, donc 1 minute à chacun des autres panélistes s'ils veulent prendre leur minute. On va partir à l'envers. Mathilde, puis Yvan, puis Hélène. Mathilde, voulez-vous rajouter quelque chose? Non, mais pas. Il faut utiliser le micro. Non, mais il n'y a toujours pas de micro. Mais... Pardon, désolée. Non, j'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais le temps tourne. Donc, on va prendre un café ailleurs. Simplement vraiment. Yvan. Juste pour dire d'abord merci et aussi peut-être toucher 2 petits points en 30 secondes. Premièrement, par rapport à la Chine, je crois qu'au-delà du rôle de la Chine dans les institutions, il serait aussi plus question de voir l'acceptance de la Chine dans les pays où ces opérations doivent être réalisées, parce que quand vous regardez du point de vue économique et autres, il y a une certaine réticence. Maintenant, quoique il y a beaucoup de dettes vis-à-vis de la Chine, mais il y a une certaine réticence par rapport à la manière dont ces pays africains, plus particulièrement, s'engagent avec la Chine. Est-ce qu'il y aura une certaine ouverture par rapport à la considération? Ça, c'est une autre question qu'il faut revoir. Et peut-être aussi pour finir, à ce que Mathilde a dit sur la délégation de force au niveau des autres acteurs. Moi, je crois qu'une réflexion peut-être que nous aurons, bien sûr, l'opportunité de continuer cette conversation ailleurs, c'est le cas, par exemple, des opérations Barkhane et dans le Sahel, où on voit l'ONU est présente, mais pas vraiment effective, mais les autres opérations sont faites par soit des organisations régionales ou d'une manière unilatérale. Ça, c'est juste quelque chose que je voulais mettre sur la table. Ou sinon, un grand merci. Merci, Hélène. Avec le micro. J'arrive avec mon micro. Voilà. Oui, moi, c'était juste peut-être revenir sur ce que Yvan a souligné et que je n'ai pas assez souligné, je pense. C'est le lien entre la paix et le développement économique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, on le trouve dans beaucoup d'écrits. Et je crois qu'il faudrait voilà, ne pas le perdre de vue et associer alors finalement beaucoup plus ces deux questions, certainement. Et merci, c'était vraiment très, très intéressant et très instructif. Eh bien, on va clore ici. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce panel. Nous sommes just on time. Donc, merci à vous pour votre sérieux, le respect du temps. Et donc, j'espère qu'on pourra se retrouver, mais cette fois-ci dans un autre cadre. Donc, belle continuation et bonne fin de journée à vous toutes et à tous. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.